Eh bien, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui est très important, car vraiment, comme notre invité vient de le dire avant de commencer, c'est une bombe qui est susceptible d'exploser à n'importe quel moment. Il s'agit des enfants des rues et des efforts déployés par la communauté indépendante, individuelle, c'est-à-dire les ONG et les volontaires, pour contenir ces enfants et leur favoriser un meilleur climat de vie. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Dr Fatma Barada, qui est directrice du village Espoir pour les enfants des rues, et nous allons aborder les détails de ce sujet avec elle. Dr Fatma Barada, bienvenue avec nous. Merci, merci. Dr Fatma Barada, parlez-nous tout d'abord de l'idée. Comment se fait-il que vous êtes intéressée aux enfants des rues et comment est-ce que vous avez conçu votre organisation? Je veux parler au début. Celui qui a commencé ce projet, c'était un monsieur anglais, un directeur d'une école anglaise ici en Égypte. Et il a commencé à réaliser depuis 22 ans, en 1988 exactement, qu'il y a un sujet, un problème qui commence à se trouver dans la société. Parce que tout le monde, ici les Égyptiens s'intéressaient beaucoup à faire des bâtiments pour les orphelins ou bien pour les vieux. Personne n'a réalisé qu'il y avait un troisième sujet, c'était les enfants de la rue. Alors lui, il a commencé en 1988 par 7 enfants. Et aujourd'hui, heureusement, on a 16 branches. C'est lui qui a commencé par notre société qui s'appelle Hope Village ou bien la village de l'espoir. Parce que sans espoir, on ne peut pas vivre. Alors, heureusement, maintenant, on a commencé au début avec les enfants de la rue, les garçons. Et avec le temps, on a réalisé qu'il y a un autre problème avec les filles. On ne savait pas qu'il y avait des filles de la rue. On croyait que seulement il y avait des garçons de la rue. Mais avec le temps, parce qu'on donne beaucoup d'attention aux garçons, on a réalisé qu'il y a des filles qui étaient déguisés et qu'ils rentraient chez nous, par exemple avec un t-shirt, un jeans, et qui se rasent les cheveux pour avoir la nourriture et la surveillance et le climat qu'on donne aux enfants. Alors c'est pour cela qu'on a commencé à faire des branches pour les filles. Et malheureusement, on a découvert que les filles à l'âge de 11 ans et parfois 13 ans, elles viennent violer et enceinte. On a fait une branche spéciale pour ce genre de filles et on essaye ces enfants-là, on essaye de les apprendre, ou bien ils vont à l'école s'ils ont l'intention ils veulent s'instruire, ou bien on les apprend un métier. Pour les filles, on essaye de les apprendre par exemple d'être une coiffeuse, ou bien de faire des pailles, des bougies, des tapis. Des métiers souvent qui sont artisanaux en fait. Artisanat par exemple, on a eu quelqu'un de Finlande, et il est venu, il a appris aux enfants de faire ce genre de bracelets, de colifichets, et c'est un projet qui a eu beaucoup de succès, et on essaye d'aider les filles. Docteur Fatma, alors comment ça se passe? Est-ce que vous allez vous-même, enfin votre organisation, cette organisation, Espoir, va justement avec je pense que ce sont des volontaires qui travaillent souvent avec le temps, au début vous. c'était des volontaires, mais maintenant nous sommes devenus une très grande association. Association, vous allez sur le terrain, essayer de voir justement les personnes qui sont dans la rue, ces enfants dans la rue, pour essayer de les amener vers vers ce village, ou est-ce que ce sont des enfants qui viennent vers vous justement parce qu'ils connaissent? C'est une très bonne question parce que il y a deux façons comment dirais-je d'entrer en contact avec ces enfants. On a inventé quelque chose qui nous a beaucoup servi. En fait, c'est un autobus qui parcourt les rues, et avec le temps, il sait où ils existent, ces enfants de la rue, et on les appelle mobile units. Parce que cet autobus-là, lorsqu'il trouve les enfants de la rue, il descend dans la rue
il ouvre l'autobus, il fait descendre une table, il y a du manger, il y a un four dedans, un microwave, et qui offre aux enfants un hot meal, un repas chaud. À travers ce repas chaud, on peut parler avec les enfants, parce qu'eux, ils sont très intelligents. Et par exemple aussi, ils ont des blessures et des choses pareilles. On essaye de leur donner des petits secours dans la rue. Et on parle avec eux, on discute, on essaie de savoir pourquoi ils sont descendus dans la rue. La plupart du temps, bien sûr, c'est ça, des problèmes sociaux. Les pères et les mères sont divorcés, ou bien le père a se remarié, et la femme ne veut pas les enfants, on les fait descendre dans la rue, ou bien le contraire, la femme elle est mariée, le mari ne veut pas les enfants. C'est toujours un problème social, mais pas économique. Alors on essaye d'absorber le problème. Si on arrive à savoir, les enfants savent où il existe leur famille, on essaye de résoudre le problème et on fait d'apporter l'enfant et le faire retourner à sa mère. Et on essaye d'apprendre à la mère un métier. Parce que d'habitude, elle jette les enfants dans la rue parce qu'elle n'a pas des sources financières pour dépenser aux enfants. Alors on essaie de lui faire un petit projet et on leur donne des microloans, un petit projet, oui, même si elle est dans la maison, pour qu'elle absorbe ses enfants et qu'elle ne rejette pas les enfants dans la rue de nouveau. Docteur Barada, à partir du moment où vous prenez les enfants, et si vous ne connaissez pas leurs parents, ils n'ont pas d'autre endroit où ils peuvent y aller, vous les gardez jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 21 ans où ils finissent leurs études. Et comment vous y prenez? C'est-à-dire vous les emmenez à l'école? Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants? D'abord, je veux dire que le problème des enfants de la rue est plus difficile que les orphelins. Parce que les orphelins, tu peux les apporter, tu les mets dans une chambre, personne ne va demander d'eux. Mais eux, ils ont une famille. Vous voyez, c'est plus difficile. Enfin, alors, il y a 3 étapes. La première, qu'ils viennent pendant la matinée. Ce sont des résidences par jour seulement. Ils viennent, ils mangent, ils prennent leur bain, on change leurs vêtements, et on essaie de leur apprendre quelque chose et d'absorber l'agression qui est dedans à travers le dessin, la photographie, n'importe quelle activité. Après ça, si on réalise que les enfants, ils veulent vraiment rester, il y a chez nous des comment dirais-je, shelters, des résidences où ils peuvent dormir, par exemple 1 jour, 2 jours. Si on trouve à la fin que vraiment ces enfants-là, ils veulent changer leur vie, ils ont cette intention, alors on a des résidences continuelles. On les apporte, ils vont à l'école, et ceux qui ne veulent pas aller à l'école, on leur apprend des métiers. Par exemple, j'ai une branche au 10th of Ramadan, l'Asham Ramadan, où on leur apprend par exemple la menuiserie, une vocational training. Ou bien ils vont à l'école, ou bien on leur apprend un métier. Et chaque mois, on a des saving accounts for them. Vous avez un compte à la banque? Un compte à la banque, on met de l'argent, par exemple, minimum 50 livres par mois. Étant donné, lorsqu'il va avoir 21 ans ou 22 ans, s'il finit ses études, il trouve une somme, on leur achète des appartements, on envoie l'avocat avec eux pour garantir que tout est comme il faut, et on considère que nous sommes devenus comme la maison du grand-père de la famille. Lorsqu'ils commencent leur vie et se marient, ils viennent chez nous pour nous aider, parce qu'eux, ils sont mieux que nous, ils savent qu'est-ce que ces enfants-là, leurs sentiments, leurs problèmes. Alors ils nous aident avec la nouvelle génération qui
qui commence. Docteur Fatma, alors il y a beaucoup d'ONG qui travaillent pour les enfants des rues. Certaines ont été obligées de fermer parce qu'elles n'avaient plus assez d'argent pour financer leur projet. Comment vous financez? Comment vous faites pour justement subvenir, comme vous dites, à tous ces besoins, c'est-à-dire les envoyer en stage, essayer de leur trouver des appartements, leur mettre un petit peu d'argent de côté? Comment ça se passe? Bien sûr, avant la Révolution, c'était un peu plus facile parce qu'il y avait plein de gens qui viennent, qui aiment participer avec font nous. Des dons, des Ils donations. nous donnent des donations. Après la Révolution, bien sûr, ça diminue. On a un très gros problème parce que j'ai maintenant 184 enfants qui résident chez moi, qui habitent continuellement. À part cela, on a des enfants qui viennent par jour, des milliers. J'espère qu'au fur et à mesure qu'on va revenir comme avant la Révolution. Et ce n'est pas mon problème, moi seulement, mais toutes les NGO qui se trouvent. Toutes les ONG, exactement. Et dans quelle mesure l'État intervient et vous aide? Est-ce que vous vous faites aider par l'État, vous vous faites aider par d'autres secteurs privés, par des hommes d'affaires? Bien sûr, il y avait des hommes d'affaires, mais maintenant c'est un peu difficile parce qu'on a une crise économique maintenant. J'espère que tout va être mieux. Mais maintenant, on a pris un certain un terrain à côté du Katamea et on a commencé à bâtir là-bas une grande résidence pour nous où il y aura lieu un bâtiment pour les garçons, un bâtiment pour les filles et un bâtiment administratif et vocational pour les. Et j'espère, on avait commencé, mais maintenant bien sûr tout est bloqué. On espère très prochainement, on va recommencer de nouveau. J'espère que quelqu'un nous entend, il aime participer avec nous. Parce que ça, c'est une, comme vous avez dit au début, c'est une bombe qui peut exploser contre toute la société. Et j'espère qu'on arrive à résoudre ces problèmes avec les enfants. Alors on parle aujourd'hui de plus de 2 millions d'enfants de rue. On ne sait pas. On arrive, on a très mal parce qu'ils se à déplacent. faire une estimation exactement ils de se déplacent. ce nombre. Par exemple, le matin, vous pouvez les trouver au Caire et l'après-midi, ils prennent le train, ils sont à Alexandrie. Voilà. Ils n'ont pas de résidence. Exactement, on a beaucoup de mal à faire des vraies statistiques concernant ce nombre d'enfants qui sont dans les rues. Mais depuis la Révolution, on a eu plusieurs, malheureusement, événements survenus qui ont eu lieu, notamment dans la rue Mohamed Mahmoud, Qasr el-Aini, Tahrir. Souvent, on a dit qu'il y avait des enfants des rues qui se trouvaient sur ces lieux mêmes. Certaines personnes disent qu'ils ont été payés pour peut-être mettre un peu plus de violence. Certains ont été accusés. Certains ont été pris comme ça dans le vent de la foulée. Comment est-ce que vous avez réagi justement face à ça? Notre mobile unit il descend chaque jour au Tahrir Square. Il essaye de parler avec ces enfants-là et de leur faire, de savoir vraiment s'ils ont agi contre la révolution ou ils avaient une main contre ces... Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pas vrai. Ces enfants, ils sont pleins de vie. Ils veulent faire quelque chose de bien pour l'Égypte. Ils n'ont jamais été contre l'Égypte. Mais on essaie de résoudre ces problèmes avec eux. Très bien. Eh bien, notre collègue Sarah Al-Maghrabi a plus d'éclaircissements à faire quant à ce propos, étant donné que le chiffre est estimé à 2 millions d'enfants. Et comme on vient de le mentionner, ils sont très mal usés, en tant qu'ils dérivent à la délinquance aussi. Et on s'en est servi pour déclencher pas mal de violences durant les événements survenus sur la scène politique égyptienne. Donc, Sarah Al-Maghrabi va nous donner plus d'éclaircissements quant à ce propos. De petites mains se tendent en l'air, jetant avec toute force des bouteilles de Molotov en direction du bâtiment de l'Institut d'Égypte en lançant des cris de joie qui se font difficilement entendre à cause de la voix retentissante des explosions. Cette image a été diffusée en direct sur toutes les chaînes locales et internationales. Un incident qui a fortement secoué le monde entier, qui a vu l'Institut d'Égypte en train d'être incendié.
Mais ce qui a été aussi choquant, c'est le fait de voir en grand nombre de petits-enfants portant des molotovs, des pierres et des barres de fer, occupant seuls les écrans et commettant des actes de violence. Ce sont des enfants abandonnés vivant dans la rue. Ils étaient visiblement au premier rang dans ces affrontements dans la rue Qasr al-Aini. Ils font partie des saboteurs payés et armés que pointe du doigt le conseil militaire avec des casseurs et des drogués. En fait, ce n'était pas la première fois qu'on relève la présence de groupes de mineurs parmi les manifestants. Ils ont été aussi présents lors des attaques contre l'ambassade d'Israël, aux affrontements de Maspero, à la rue Mohamed Mahmoud, ou jetant des pierres sur le ministère de l'Intérieur. Des sonnettes d'alarme ont été à maintes fois tirées par les spécialistes, avertissant que ces mineurs ne sont que des bombes à retardement. Selon les statistiques des ONG, le nombre de ces enfants est d'environ 2 millions. Ils constituent un lourd héritage de l'ancien régime. Vivant pendant des décennies en marge de la société qui préfère les ignorer et des gouvernements qui font les sourds-muets à leur égard, ces mineurs sont devenus des nervis sur commande. Un problème qui s'aggrave d'autant plus que beaucoup d'ONG travaillant dans ce domaine ont fermé leurs portes par manque de financement à cause de la situation instable que vit actuellement l'Égypte. Ces derniers incidents ouvrent le dossier de ces enfants. On se demande quel sort les attend après la révolution. Sont-ils des accusés ou des victimes? Selon un rapport publié par l'association égyptienne pour aider les mineurs, les enfants Place Tahrir sont divisés en 2 types. Les écoliers qui ont décidé d'être sur le terrain afin d'aider les révolutionnaires. L'autre genre, ce sont les enfants abandonnés qui ont été exploités pour commettre des actes de violence planifiés en contrepartie d'argent et de repas. L'instrumentalisation politique des mineurs comme bouclier humain dans les affrontements est un nouveau genre de trafic d'enfants qui vient s'ajouter à la longue liste de souffrances qu'encouraient ces mineurs depuis des décennies. Le nombre d'enfants tués, blessés et détenus a atteint des niveaux alarmants. L'UNICEF a lancé un appel pour protéger les droits des enfants en Égypte. Selon des études menées par le village de l'espoir pour les enfants de la rue, ces enfants ont joué un rôle très positif durant la Révolution. Durant les premiers jours de la Révolution, les centres d'accueil ouverts par le village pour présenter les aides et des aliments quotidiens à ces mineurs ont été désertés pendant quelques jours. Alors, docteur Fatma Barada, moi j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, vous avez dit que vous aviez deux branches, on va dire, pour les garçons, pour les filles. En majorité, ce sont plus des garçons ou des filles qui sont dans la rue? Les garçons, bien sûr, sont plus. Qu'est-ce qui a poussé justement ces enfants à se retrouver dans la rue? Est-ce que c'est souvent des problèmes familiaux qui font que les enfants quittent leurs parents et préfèrent rester dans la rue? Oui, c'est familiaux. Ce n'est pas économique seulement. Par exemple, on peut trouver des enfants de la rue qui viennent d'une très bonne famille parce que tout simplement les parents ne sont pas libres pour leurs enfants. Ils ont par exemple été dans un autre pays pour travailler et ils laissent les enfants ici, ils leur envoient l'argent. Les enfants ne trouvent pas de l'affection ni de l'amour, ils ne trouvent pas une famille, ils ne trouvent pas une maison, alors ils descendent dans la rue. Descendre dans la rue pour faire quoi? C'est-à-dire pour voir d'autres enfants? Ils sont jouir seuls. de la vie de la rue, ils jouissent de cette vie. Parce que c'est la liberté. Non, ils ont trouvé une famille dans la rue. C'est ça, ils ont trouvé la famille. Et vous savez, bien sûr, ils peuvent tout faire dans la rue. Ils se font un groupe d'amis, ou la drogue. La drogue, everything. Ouais, malheureusement, on peut trouver aussi de la prostitution aussi, je pense, dans la rue. Bien voilà, sûr, plein de choses qui sont. Vous savez bien sûr qu'ils se marient entre eux, ils apportent des enfants. Il y a énormément de films et justement de feuilletons télévisés qui ont été faits sur ce thème des enfants de la rue et des Rachouayettes qui sont un petit peu les quartiers les moins privilégiés comme les HLM. Exactement. Et nous-mêmes, quand on est dans la rue, on voit souvent des enfants qui sont en train de mendier. Alors on ne sait jamais si ce sont vraiment des personnes qui sont dans le besoin, des enfants de la rue, ou est-ce que ce sont des bandes, des réseaux qui sont mis en place? Parce que là aussi, il y a des réseaux qui sont mis en place. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est bien que vous avez demandé cette question. Si vous trouvez des enfants
dans la rue qui viennent vous dire, par exemple, j'ai besoin de l'argent, ou bien ils vous offrent quelque chose à vendre, vous savez, dans les rues, s'il vous plaît, ne leur donnez pas de l'argent. Essayez d'avoir toujours quelque chose à manger avec vous, Voilà, bien sûr, un petit jus, n'importe quoi, et offre-leur et dis, viens, je veux parler avec toi, pourquoi tu vis dans la rue, où sont tes pères? Bien sûr, ce sont des bandes, comme vous avez dit. Ce sont pas des... Il y a des gens qui facilitent la vie aux enfants pour profiter. Et est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur des enfants, des délinquants, au travers desquels vous êtes parvenu à des bandes, par exemple, hors la loi? Oui, parfois, bien sûr, on trouve. C'est très difficile de rentrer dedans. Parce que, comme vous avez dit, ce sont des bandes. Ils peuvent vous tuer, par exemple. Et vous faites comment? Vous appelez la police ou vous les laissez? Comment vous faites? Parfois, lorsqu'on descend, je vais vous dire quelque chose qui est comique, et on parle aux enfants, alors c'est la police qui vient nous amener, les gens qui travaillent chez nous, bien sûr, avec les enfants, malgré qu'ils ont le badge où il y a écrit Hope Village, ils ont toutes les autorisations possibles, alors ils croient qu'ils sont les gens qui amènent les enfants dans la rue, alors on va à la police, on leur dit, monsieur, s'il vous plaît, ils travaillent chez nous, ils ne sont pas les gens qui font travailler les enfants dans la rue. Parfois, ça arrive des choses comiques. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez besoin? Quels sont les besoins que votre ONG réclame, que ce soit de la part du gouvernement, de la part d'individuels? D'individuels. On n'a pas besoin de quelque chose gouvernemental. On a besoin que les gens essayent de réaliser qu'il y a un très grand problème qui s'appelle les enfants de la rue, qu'ils viennent nous aider. On a toujours besoin de deux choses. Ou bien l'argent, bien sûr, parce que j'ai besoin de faire manger ces enfants-là, de les éduquer comme nos enfants exactement. Et en même temps, j'ai besoin des gens volontaires. Par exemple, il y a une chez moi qui joue le rôle de grand-mère. Par exemple, elle vient, elle reste avec les enfants, elle absorbe cette agression, agressivité qu'ils ont, bien, colère. Par exemple, elle reste avec eux, elle leur apprend un peu du Coran, elle leur apprend comment elles doivent manger d'une manière comme il faut. Ça, c'est le jeu. J'ai besoin de deux, l'effort et l'argent. Écoutez, j'espère que votre appel a bien été reçu, l'effort bien sûr, parce que le rôle de grand-mère, c'est très important. Toujours, on a des mémoires avec les grand-mères qui on te dit des histoires, on te raconte des choses qui ont le temps de rester avec toi. Ça donne un autre genre d'affection. Malheureusement, nous sommes parvenus au terme de notre rencontre avec vous. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Je vous rappelle, c'était Dr Fatma Barada, qui est directrice de l'association Espoir pour les enfants des rues. Notre bonjour prend fin. Ce bonjour vous a été présenté aujourd'hui par Dora Abdelrez, qui est malade, mais qui a quand même réussi à avoir un grand sourire sur les lèvres. Je m'excuse d'avoir été un petit peu dans cet état. En tout cas, merci, ça a été un plaisir d'être avec toi. Merci beaucoup Dora, merci à tous et très bonne journée.